Imaginons une seconde, une bibliothèque infinie. Au lieu de voir des romans ou des essais classiques sur les étagères, chaque livre qu'on y trouve contient une version différente de notre propre existence, Ah oui, c'est un concept assez vertigineux dès le départ. n'est-ce pas? Il y aurait le livre de la vie où l'on n'a jamais quitté son premier grand amour, ou le livre où l'on a accepté ce fameux poste à l'étranger. Ou même celui où l'on a pris un fol différent un mardi précis, en fait. Exactement. Et si ce lieu existait réellement et qu'il offrait la possibilité absolue d'effacer nos plus grands regrets en essayant ces autres vies, est-ce qu'on accepterait d'y entrer? Et surtout, est-ce que ça suffirait à garantir le bonheur? C'est vraiment la question centrale. Et c'est la prémisse d'une œuvre fascinante que nous allons explorer aujourd'hui. Il s'agit de la Bibliothèque de minuit de Matt Haig. Une œuvre vraiment captivante. Absolument. Notre objectif aujourd'hui n'est pas juste de survoler l'histoire, mais d'en extraire la moelle. On va plonger dans les concepts psychologiques profonds que ça soulève. Oui, et voir comment l'auteur utilise la mécanique quantique comme métaphore de l'âme humaine. Tout à fait. Et surtout, on veut en tirer des enseignements très concrets pour le quotidien. C'est une plongée pensée pour quiconque s'est un jour torturé avec la question du «et si?» ou qui ressent le poids écrasant des chemins non empruntés. Et pour incarner cette angoisse universelle du fameux «et si», le récit nous présente un personnage central, Noracide. On la rencontre à un moment où sa trajectoire semble être totalement au point mort. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. En fait, avant même de parler de la bibliothèque, il faut comprendre l'état d'esprit dans lequel elle se trouve. Qu'est-ce qui amène quelqu'un au seuil de cet endroit magique? Je suis fascinée par ce point de rupture. Nora a 35 ans. Et on est tout de suite plongé dans ce qu'elle perçoit comme l'effondrement total de son existence. C'est une accumulation brutale. En très peu de temps, elle perd son chat, Voltaire. Oh, le pauvre Voltaire. Oui, il est retrouvé mort au bord de la route. D'ailleurs, bien qu'il ait été écrasé, il souffrait en réalité d'une cardiomyopathie restrictive. Mais elle l'ignore au début. Ensuite, elle est licenciée de son emploi. Dans un magasin de musique, c'est ça? La théorie des cordes? C'est ça. Et son frère, Joe, refuse de lui parler. Mais ce qui l'écrase vraiment, ce ne sont pas seulement ses drames récents. Ce sont surtout les échos de ses abandons passés. Ouais, la liste est longue. Très longue, elle a tourné le dos à un potentiel de nageuse olympique, elle a quitté son groupe des rock, les Labyrinthes, juste avant de signer un contrat, et elle a annulé son mariage avec son fiancé, Dan, à 48 heures de la cérémonie. C'est une véritable avalanche, quoi. Dans le texte, elle utilise une image très forte pour se décrire. Elle se voit comme un trou noir, une étoile mourante qui s'effondre sur elle-même. Une image terrible. Oui, et qui ne fait qu'aspirer la lumière et la joie de ceux qui l'entourent. Persuadée que son existence n'apporte plus rien à personne, y compris à elle-même, elle prend la décision radicale d'en finir. Elle cherche activement la mort. Exactement. Et c'est là que la métaphore fantastique prend le relais. Au lieu de trouver le néant, le vide absolu qu'elle attendait, elle atterrit dans un espace de transition assez étrange. Où le temps s'arrête, non? Voilà, l'horloge est bloquée de manière permanente sur minuit pile. 0, 0, 0. Le temps n'existe plus. Elle se retrouve au milieu d'allées interminables de livres. Et elle est accueillie par Mme Helm. Sa bibliothécaire d'école secondaire. Ce choix de personnage est curieux, non? Pourquoi, au seuil de la mort, l'esprit projette-t-il une ancienne bibliothécaire scolaire? En fait, c'est une question de traduction cognitive. Je suis convaincu que le cerveau humain, quand il est confronté à l'inconcevable, c'est-à-dire un état quantique d'entre-deux, entre la vie et la mort, cherche désespérément à rationaliser. Il essaye s'accrocher à quelque chose de connu. C'est exactement ça. Il le traduit en concept familier pour éviter la folie. Pour Nora, la bibliothèque de son enfance et Mme Helm représentent le sanctuaire ultime. C'est la figure de réconfort dont elle a cruellement besoin pour appréhender la situation. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que dans cette infinité de livres verts qui tapissent les murs, il y en a un qui dénote complètement. Un ouvrage gris, massif, lourd comme de la pierre. Le fameux livre des regrets. Voilà. Et quand Nora l'ouvre, la réaction n'est pas juste intellectuelle, elle est viscérale, quoi. Chaque petite lâcheté, chaque immense erreur y est consignée. L'ouvrir lui coupe littéralement le souffle. C'est une suffocation physique. Ce détail est fondamental, tu vois. Ce que l'auteur fait ici, c'est matérialiser la culpabilité. Le regret cesse d'être un nuage abstrait pour devenir un objet contondant. C'est très imagé. Oui, et l'architecture même de ce livre gris est fascinante. Il ignore totalement la chronologie. Les regrets ne sont pas du tout classés du plus ancien au plus récent.
Ah, c'est vrai, oui. Et pourquoi est si important cette absence de chronologie? Parce que ça illustre parfaitement la psychologie de la rumination. Les regrets ne sont pas des événements passés sagement rangés dans des archives mentales. Ils sont vivants, actifs. Ils attaquent tous en même temps. C'est ça. Ils planent tous en même temps dans notre présent. Une erreur commise à 15 ans peut frapper avec la même violence qu'une erreur commise hier. Le postulat majeur ici, c'est que le regret lui-même est infiniment plus destructeur que les soi-disant mauvais choix. C'est une prise de conscience brutale. Et c'est exactement comme cette boucle mentale angoissante qui tourne en boucle à 3 heures du matin, tu sais. Ah oui, le fameux plafond qu'on fixe la nuit. Exactement, on fixe le plafond et chaque mauvaise décision repasse en revue comme un mauvais film, empilée l'une sur l'autre, sans aucune logique temporelle, jusqu'à créer une véritable angoisse physique. C'est l'illustration parfaite. Et c'est justement parce qu'elle affronte ce livre gris que Madame Helm lui donne accès aux autres livres, les livres verts. Ce qui permet de tester d'autres vies. Voilà. Chaque livre vert est un portail direct vers une branche alternative de sa vie où elle a fait un choix différent. C'est l'occasion inespérée de tester le mythe de la bonne décision. Donc en gros, la théorie est simple. On identifie le regret, on fait le choix inverse et boum, on trouve le bonheur. La première tentative de Nora porte sur son ex-fiancé, Dan. Un choix assez logique pour commencer. Oui, elle ouvre le livre de la vie où elle ne l'a pas quitté. Ils ont fini par ouvrir ensemble ce pub à la campagne dont ils parlaient tout le temps. Mais la réalité qu'elle découvre est glaçante. Le rêve se brise assez vite. Le pub est là, certes, mais Dan a un grave problème d'alcool. Leur relation est toxique, il la trompe. Et là, elle a une révélation douloureuse. Ce rêve idyllique du pub, c'était exclusivement le rêve de Dan. Ce n'était pas le sien. Ce premier échec est crucial. Il détruit complètement l'illusion que satisfaire les attentes des autres mène à la plénitude personnelle. Elle passe donc à un autre regret fondamental, lié à son père cette fois, la natation. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui, elle plonge dans la vie où elle n'a jamais abandonné les entraînements intensifs. Dans cette réalité, elle est une championne olympique multimédaillée, elle donne des conférences sur le succès, elle est riche. Et son père est toujours en vie, non? Exactement, il est en vie et immensement fier d'elle. Mais attends, là je me fais l'avocat du diable. Elle a l'argent, la gloire, la validation paternelle. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-elle sous antidépresseurs et rongée par le vide dans cette vie-là? Si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est parce que la gloire ne compense pas le manque d'authenticité. C'était le rêve de son père, une fois de plus. Son père a d'ailleurs quand même trompé sa mère dans cette réalité. Ah, donc les problèmes de fond restent les mêmes. Absolument. C'est ici que l'auteur introduit le concept de l'arbre de vie. Nora en parle d'ailleurs dans sa conférence dans cette réalité alternative. Chaque décision que nous prenons ne résout pas magiquement notre existence. Elle crée simplement une nouvelle branche. Exactement. Et chaque nouvelle branche s'accompagne obligatoirement de son propre lot de complexité, de souffrances inédites et de banalité. Il est totalement illusoire de croire qu'il existe une branche magique sans aucune douleur. Donc, réaliser un vieux rêve comme les Jeux Olympiques ou le pub, ça peut revenir à s'enfermer dans une prison dorée si on n'est plus la même personne qui a fait ce rêve. C'est troublant. C'est une leçon très dure à avaler pour elle. Du coup, face à l'échec des rêves des autres, elle décide de vivre son propre fantasme absolu d'enfance, devenir glaciologue. Elle ouvre le livre correspondant et se retrouve instantanément propulsée au Svalbard, dans l'Arctique. Un environnement hostile, glacial. Et elle se retrouve littéralement face à un ours polaire affamé. Une scène d'une intensité folle. Et c'est un point de bascule psychologique majeur. Face à cet ours, ce n'est plus de l'angoisse existentielle ou de la dépression chronique. Non, là c'est du concret. C'est la mort imminente, physique, brutale. Et que se passe-t-il? Son adrénaline explose. Son cœur bat à tout rompre. Dans cette fraction de seconde de terreur pure, une clarté absolue la frappe. Elle veut vivre. L'instinct de survie se réveille. C'est fascinant parce que ça prouve que la source de son désespoir dans sa vie de départ n'était pas un manque de volonté de vivre, c'était plutôt une absence totale de perspective. Elle avait juste oublié comment ressentir cette urgence de vivre, oui. Et c'est aussi lors de cette expédition qu'elle croise Hugo Lefebvre, un autre personnage de l'entre-deux. Il apporte une dimension presque scientifique à l'histoire. Oui, Hugo est ce qu'il nomme un dériveur. Il expérimente exactement le même phénomène que Nora, sauf que pour lui, le lieu de transition prend la forme d'un ancien vidéoclub lyonnais de son enfance. Ah, le fameux vidéoclub. C'est par lui que s'articule la métaphore de la mécanique quantique. Et plus précisément, l'interprétation des mondes multiples, tu sais. Le fameux chat de Schrödinger. Mais comment ça s'applique techniquement à l'expérience de Nora dans cette bibliothèque?
J'ai toujours du mal avec la physique quantique. Alors, en mécanique quantique, le chat dans sa boîte est théoriquement à la fois vivant et mort tant qu'aucun observateur n'a ouvert la boîte. Tant qu'il n'y a pas d'observation, toutes les probabilités coexistent. Dans ce qu'on appelle une superposition d'états, c'est ça? Exactement. Hugo explique à Nora que dans la bibliothèque, elle est l'observatrice ultime. Tant qu'elle ne choisit pas de rester dans une vie, toutes ces vies alternatives continuent de coexister. D'accord. Mais au moment exact où elle ouvre un livre vert et y pénètre. La fonction d'onde s'effondre. Elle matérialise une seule réalité. Mais le problème avec Hugo, c'est qu'il a fait s'effondrer cette fonction d'onde des centaines de fois. Il a testé plus de 300 vies. Il est incapable de s'installer. Oui, il butine d'univers en univers, totalement effrayé par l'engagement. Et cette errance perpétuelle terrifie Nora. Elle comprend le danger du choix infini. À force de tout pouvoir expérimenter, plus rien n'a de valeur. C'est la paralysie par l'abondance, quoi. Refusant de devenir un fantôme glissant sur la surface de multiples existences, elle change radicalement de stratégie. Fini les rêves de gloire ou les fantasmes d'enfance. Voilà, elle a essayé d'être rockstar, employée dans un refuge pour animaux, mais là, elle demande à Mamelm la vie douce. La vie parfaite, équilibrée, heureuse. Et sur le papier, elle décroche le jackpot. Elle atterrit dans une vie où elle est professeure de philosophie à Cambridge. Elle est mariée à Ash, un chirurgien brillant et attentionné. Petit détail poignant d'ailleurs, c'est ce même Ash qui avait enterré son chat dans sa vie d'origine. Ah oui, c'est vrai. Et ils ont une petite fille merveilleuse, Molly. Un beau chien, une maison magnifique, c'est vraiment l'image d'Épinal du bonheur absolu. Absolument. Tout y est. Sauf que, La réalité psychologique de Nora dans cette vie est un véritable désastre silencieux. comment ça? Elle évolue dans ce tableau parfait, entourée de gens qui lui portent un amour profond, mais elle est en proie à une déconnexion totale. Elle souffre d'un syndrome de l'imposteur poussé à son paroxysme métaphysique. Attends, je t'arrête tout de suite. Là, il faut qu'on m'explique, parce que ça semble complètement irrationnel. Si elle a une fille adorable, un mari parfait, une carrière stimulante, pourquoi ne pas simplement serrer les dents et profiter? C'est une réaction très humaine de penser ça. Bah oui, le bonheur n'est-il pas juste un état de fait? Pourquoi rejeter cette perfection? C'est une excellente objection. Mais cela soulève une question fondamentale sur la mécanique de la joie humaine. Nora possède l'esprit et les traumatismes de sa vie d'origine. Et ils sont soudainement injectés dans un corps qui a vécu une chronologie totalement différente. Elle débarque de nulle part, en fait. Exactement. Elle n'a pas la mémoire émotionnelle de cette perfection. Elle ne se souvient pas des blagues partagées avec son mari à 2 heures du matin. Elle ne connaît même pas l'histoire préférée de sa fille. Elle récolte les fruits d'un arbre qu'elle n'a jamais planté. Ah, je vois. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? C'est comme lire la dernière page d'un roman fantastique sans avoir lu les chapitres précédents. C'est une très belle analogie. On voit que c'est une fin heureuse, mais l'impact émotionnel est complètement plat. Il n'y a pas de catharsis parce qu'il manque le voyage, la construction de la relation, les épreuves. La métaphore est parfaite. La joie sans l'effort qui la précède est creuse. La souffrance et la lutte donnent du sens à la récompense. On ne peut pas pirater l'existence en se téléportant directement sur la ligne d'arrivée. Et d'ailleurs, même Helm le formule brillamment, non? Oui, elle lui rappelle qu'il ne faut pas chercher à analyser la vie comme une équation mathématique qu'il faudrait résoudre. Le but n'est pas de la comprendre, mais simplement de la vivre. Et l'acceptation de cette vérité provoque un véritable cataclysme. Dès qu'elle décide enfin qu'elle veut vraiment vivre, la bibliothèque commence à s'effondrer. Le temps bloqué à minuit se remet en marche frénétiquement. Les étagères tremblent, les livres prennent feu. C'est l'apocalypse intérieure, quoi. Un chaos absolu, oui. Mais attention, c'est un chaos salvateur. Ce n'est pas une punition, c'est le signe viscéral d'une guérison. La bibliothèque n'a plus de raison d'être. Parce que la pulsion de vie a triomphé. Mais la tension est à son comble. Si elle ne trouve pas une issue, elle disparaîtra avec la bibliothèque. Au milieu des flammes, Mme Helm lui hurle de trouver le seul livre qui ne brûle pas. Un livre aux pages entièrement blanches. Et là, pour s'ancrer dans la réalité, elle prend un stylo et écrit une seule phrase. « Je suis vivante ». Et le retour à la réalité est d'une brutalité inouïe. Elle se réveille dans sa vie d'origine, sa vie racine. Pas de magie ici. Elle soutre le martyre. Elle vomit suite à sa tentative de suicide. Mais elle survit, elle rampe, elle alerte les voisins, et une fois sauvée, elle court retrouver son frère Joe et se réconcilier avec son environnement. Mais on pourrait se demander, sa vie racine est toujours un désastre sur le papier, non? C'est la grande question. Elle n'a toujours pas de travail, son chat est toujours mort. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Eh bien, tout. La réalité matérielle est identique.
mais la lentille à travers laquelle elle l'observe a changé. Et c'est là que réside l'enseignement pratique majeur du livre. La leçon finale qu'elle rédige mentalement, Voilà, elle comprend que le problème, ce ne sont pas les vies qu'on regrette. C'est le regret lui-même qui nous recroqueville et nous empêche d'investir le présent. elle utilise une image très poétique pour ça. On n'a pas besoin de goûter à tous les raisons du monde pour apprécier un bon verre de vin. Exactement. Les émotions fondamentales comme l'amour, la peur, la joie, la douleur, ce sont des monnaies d'échange universelles. Elles sont disponibles dans toutes les vies. Qu'on soit glaciologue ou employé de refuge. Il n'y a pas de mauvais cheminement, il n'y a que la perception qu'on en a. Ça transforme complètement sa vision. Oui, avant la bibliothèque, elle voyait sa vie comme un brouillon rempli de ratures. C'est déprimant de vivre dans un brouillon raté. Mais à son retour, elle réalise que sa vie est en fait une toile vierge. Elle a encore le pinceau à la main. C'est une démonstration frappante que la perspective change la réalité. Cette nouvelle perspective s'accompagne d'un lâcher-prise sur le besoin de contrôle. L'exemple de Voltaire le chat est frappant. Dans presque toutes les autres vies, il succombait de toute façon à sa maladie. Ce qui détruit instantanément la culpabilité de Nora. Elle se reprochait d'être la seule cause de sa mort. C'est la pensée magique, cette illusion qu'une seule action de notre part aurait pu dévier le destin. Accepter notre impuissance n'est pas une défaite, c'est une libération. Ce qu'il faut retenir de cette plongée, ce n'est donc pas un traité abstrait de physique quantique. C'est un remède puissant contre l'anxiété du « et si ?» Un appel à cesser de courir après des mirages. Exactement, pour enfin habiter pleinement le présent. Parce qu'investir son énergie à comparer sa réalité à des vies fantômes, c'est le meilleur moyen de devenir aveugle aux opportunités réelles. Alors, pour clore cet échange, laissons infuser cette idée. Et si ces fameux échecs, ces portes qui se sont fermées brutalement, n'étaient pas des punitions? Et si c'était en réalité les ancrages exacts qui nous maintiennent dans la seule réalité où nous possédons la chose la plus précieuse? C'est-à-dire notre potentiel inexploité. Exactement. Un potentiel qui, contrairement à un livre déjà écrit, reste entièrement libre d'être façonné. C'est une pensée profondément libératrice pour terminer.